Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci à vous qui nous suivez à travers les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Comme vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, juge Bougma et juge Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. D'accord. Sur l'échiquier politique national, il faudra désormais compter avec le Rassemblement pour le développement national RDN. Le dernier né des partis politiques au Faso a été officiellement présenté à la presse, c'était hier. À sa tête, Michel Béré, ancien président du Parent. Il est notre convoqué du jour. Avec lui pour cette convocation, nous allons parler de son expérience à la tête du parti du professeur Laurent Gbado. Nous allons également parler de sa nouvelle offre politique et ses ambitions politiques avec le RDR, un parti qui se positionne d'ailleurs comme un parti de la majorité présidentielle. Michel Béré, bonjour et bienvenue. Ouais. Bonjour monsieur le président. D'accord. Avec ce temps d'antenne, comme je l'ai dit, nous aurons l'occasion de découvrir votre nouvelle offre politique avec le RDR. Mais avant, nous allons ouvrir, comme de coutume, la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Bonjour, encore une fois, mon président. Mon avant-propos va concerner ce qui défraie la chronique depuis hier, avant-hier, à l'annonce du divorce du couple milliardaire, pour ne pas dire multimilliardaire, Bill et Melinda Gates. Et les uns et les autres, ils vont de leurs commentaires après 27 ans effectivement de mariage, mais ils sont nombreux qui ne croient pas effectivement à ce divorce, et beaucoup qualifient d'ailleurs cela d'heureux divorce compte tenu du calcul et des intérêts qui selon eux cachent mal effectivement cette affaire de divorce. Parce que pour eux, ce qui est donné de voir, c'est une opération pour mieux effectivement protéger le patrimoine, dribbler le fisc, parce qu'ils se profileraient à l'horizon effectivement des poursuites judiciaires éventuelles par rapport à la gestion de Covid. Mais ce n'est pas la première fois que ces couples milliardaires effectivement font ces choses-là. Donc j'ai lu comment on appelle ça, l'écrit de certaines personnes qui connaissent bien ce genre d'affaires, mais j'ai aussi lu certains médias américains qui ont traité de cette affaire-là, parce que ce qui est, les uns et les autres le doutent, c'est la vie de la fondation, et on me rassure que la fondation n'aura pas de problème. Ils vont toujours continuer de travailler dans la fondation effectivement ensemble, mais ça permet aussi de diviser le patrimoine en deux, alors que le président Biden annonce que les grosses fortunes vont mettre suffisamment d'argent pour effectivement aider la classe travailleuse et puis ceux qui sont démunis. Et donc Biden est vraiment fâché et veut prendre de l'argent effectivement dans ce milieu-là. Donc pure coïncidence de calendrier ou bien c'était déjà préparé. Toujours est-il que pour certains ça risque d'être à l'image du couple Buffett, parce que d'autres disent qu'ils sont séparés sur le papier, parce que le mariage aussi c'est une cérémonie, mais c'est aussi un papier que quelqu'un signe pour dire que vous êtes marié, et après il y a un autre papier que quelqu'un signe pour dire que c'est un acte de divorce. Donc ça demeure un papier, toutes ces choses là, mais en même temps vous devenez copain-copine, il n'y a rien comme un papier qui vous lie, mais en même temps, ce que vous unit est toujours là, ce qu'on appelle le lien de l'amour, ou bien ce que vous avez en commun, ça reste intact, mais bon, c'est sur le papier que vous êtes seulement divorcé, parce qu'on ne vous empêchera pas, après le divorce, de vous voir si vous voulez vous voir, parce que bon, donc, et ces gens sont également capables d'un prochain remariage en fonction des intérêts, parce que c'est possible. C'est des gens qui ont appris à réfléchir, argent et tout et tout et tout. Donc je ne dirais pas jusque-là que c'est réellement un projet de divorce jusqu'au bout, ou bien ça ne l'est pas, mais il y a aussi à regarder de près ces choses-là, mais ne pas prendre les choses toujours au premier degré. Pour les gens qui ont
travaillé de longues années à faire fortune. Ce n'est pas des crises qui n'ont pas traversé. Mais je dis bien, c'est de faire très attention, parce qu'il doit y avoir effectivement un calcul derrière cette affaire. Donc personnellement, je dis bien, je m'intéresse à ce genre de questions parce que ça joue sur la marche du monde, sur la façon dont le couple se lie et se délie. Et donc je suis en train également de me documenter là-dessus pour pouvoir voir assez clair. Mais par rapport à ce divorce, moi personnellement, j'attends de voir clair par rapport à sa sincérité. D'accord, merci juge Bougma. Nous allons à présent écouter les avant-propos du juge Var. Oui, moi mon avant-propos va concerner le Gabon avec ce que nous a révélé l'agence Ecofin, que je lis assez souvent et qui donne de très bonnes informations à travers ses analyses et puis ses enquêtes, et qui sur le Gabon a révélé que sur la période 2011-2020, donc 2011 inclus, eh bien le Gabon dans ses échanges avec la France a perdu environ 2785 milliards de francs CFA. Et quand on regarde, ils disent que ce pic de l'excédent français a atteint son paroxysme, on dira comme ça, en 2011, avec en gros 926 millions de dollars. Et quand on regarde bien, ça veut dire que l'essentiel des importations au Gabon, ça vient de la France. Maintenant, quand vous regardez pour ce qui est du reste des échanges qu'ils ont, en matière de fournisseurs, on verra que et des biens importés, on verra que la France est classée pratiquement 7e. Mais quand vous regardez, ça se comprend parce que l'un des pays avec lequel le Gabon perd aussi dans ses échanges, c'est la Côte d'Ivoire. Et le montant cumulé, c'est 1 milliard de dollars sur la même période qui a été analysée. Et quand ils regardent bien et fouillent dedans, c'est la Côte d'Ivoire avec une perte de 1 milliard en échange avec le Gabon, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se sont logées en Côte d'Ivoire, qui commercent via ce pays-là avec le Gabon. Donc d'une façon ou d'une autre, par ricochet, c'est encore avec cette même France-là que le Gabon, du point de vue des échanges, sont vraiment le plus perdant. Et quand on regarde, ne pas être long puisqu'on a un invité aujourd'hui, ce qu'ils font comme conclusion, et d'abord même avant d'avoir un avis conclusif, il rappelle que pour ce qui est des partenaires avec lesquels le Gabon a eu le plus à gagner pendant les 10 dernières années, eh bien on vous cite qui? La Chine, avec 9184,5 milliards de francs CFA, et les États-Unis qui vient en deuxième position, et puis Trinité et Tobago qui occupe donc le 3e rang. J'ai dit, c'est très intéressant quand on voit ce type de boulot qui est fait, parce que souvent sous nos cieux, on a l'impression que du fait de l'histoire qu'on a avec la France, nos économies sont tellement liées et que nous gagnons tellement à commercer avec ce lien historique qu'on a eu et tout. Alors que au fond, les économies ont tellement évolué, les réalités ont aussi changé. Quelquefois, il faut bien interroger les choses pour comprendre quelquefois que ce qu'on pense de façon empirique comme ça et qu'on croit constater n'est pas dans la réalité. Et quand on voit le cas du Gabon, ça veut dire que les vrais partenaires, même si les gens font la fine bouche, c'est avec la Chine que le Gabon gagne le plus. Donc je pense que sous notre yeux, on devrait avoir ce type de travaux-là qui nous permettent d'avoir des regards plus éclairés sur ce qu'on pense être des tautologies, un genre de type réalité. Et alors que quelquefois il n'en est rien. C'est pareil pour la question de l'aide, souvent sur laquelle on nous rabâche les oreilles, mais quand vous regardez la plupart des pays, ce que nos frères, la diaspora, envoie directement aux familles, quelquefois c'est même plus élevé que l'aide qu'on nous apporte. Donc quelquefois il faut bien regarder dans les choses pour comprendre que le lien qu'on pense si fort et si avantageux pour nous, quelquefois ne l'est pas au fond. Merci, messieurs les juges, pour ces clés de lecture. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, aussi bien à la télé qu'à la radio. Je le disais en début d'émission, Michel Béret est notre convoqué du jour. Il est le président du RDR. Nous allons parler avec lui de sa nouvelle offre politique. Il parle d'éco-nationalisme africain. Nous allons découvrir ce nouveau concept politique-là. Mais déjà, première question de généralité. Vous décidez de créer le RDN après ce que vous appelez une belle expérience riche en enseignement et une fin amère avec de nombreuses divergences du point de vue au niveau du parent. Quand vous parlez de divergence, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Merci bien pour la parole, monsieur le juge, et bonjour au juge aussi. Bonjour. Alors, il faut dire, avant de commencer, je vois que
votre dernière prononciation du RDN. Vous l'avez correctement prononcé, mais précédemment, vous avez eu à dire un RDR. C'est RDN, Rassemblement pour le développement national. Voilà. Alors, en ce qui concerne moi, ma vie au sein du parent et ce qui est arrivé, pour répondre à votre question, pour ce qui avec les dissensions qui ont eu lieu au sein du parent. Bon, je dirais que, vous savez, quand je suis arrivé au parent, le parent était divisé. Et il n'y avait pas une entente au sein du parti. Bon, et ça, c'était pas un travail vraiment facile pour quelqu'un de nouveau. Mais malgré tout, je suis arrivé, et parce que quand même je suis quelqu'un qui écoute et qui aime aller vers les personnes indiquées pour essayer de comprendre les choses. Alors, il y a eu un travail laborieux, et je profite au passage pour dire un grand merci à mes collaborateurs avec qui on a effectué le travail ensemble. Mais il faut dire que le problème est venu à la dernière minute. La dernière minute, pourquoi? Parce que c'était au moment de la composition des listes électorales. Alors, moi je dirais qu'il y a eu des opportunistes. Des opportunistes, pourquoi? Parce que pendant qu'on menait le combat, ils ne nous ont pas franchement accompagnés. Il y a eu des voyages, des tournées qu'on a fait. Et il y a des risques. En fait, l'équipe et moi, on a pris. Il y a nos vies qui étaient en jeu. Mon véhicule même est tombé en panne vers Dédougou, qu'on a tracté la nuit. C'est moi, j'ai conduit ça. C'était un risque. Mais il n'y a pas que ça seulement. Avec l'histoire du terrorisme, nous, on a été à Solenzo, un peu partout. Mais si vous allez faire tout cela, et à la dernière minute, des gens qui viennent maintenant parce que, effectivement, ils voient que c'est stabilisé quand même, il y a une opportunité d'être élu député, on veut venir s'imposer, mais ça ne se fait pas comme ça. Même si moi, j'ai accepté, mais ceux qui sont derrière moi ne l'ont pas gobé. Donc, je peux dire c'est écœurant. Donc, c'est ça, en fait, qui a mené, en fait, le problème interne. Alors, vous l'avez rappelé tantôt, votre mission, quand vous arriviez à la tête du parent, c'était de réunir ce parti-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que votre démission est un aveu d'échec? Vous avez échoué, justement, à remplir cette mission-là. Bon, dire que c'est un échec, moi, je ne dirais pas que je suis fier, en fait, de la situation qui s'est terminée ainsi. Mais je peux quand même vous dire que j'ai eu quand même des félicitations en ce qui concerne la stabilisation du parti. Parce que le père fondateur lui-même, au cours d'une réunion du bureau, il a eu à dire que, mais quand même, reconnaissez que c'est à cause de lui que le parti a tenu jusqu'à aujourd'hui. Mais si je le dis, c'est que quand même, il y a eu un travail qui a été fait et quand même qu'on peut apprécier positivement. Alors, moi, en venant au parti, c'était pour, en fait, rassembler. Mais je pense que arriver à stabiliser quand même le parti, bon, c'est signe de succès. Et même si à la dernière minute, il y a eu, et ça, ce sont les élections. Bon, mais ça, je n'y peux rien parce que, écoutez, il y a des anciens. Je suis nouveau, tout nouveau venu, je ne connaissais personne. Mais j'ai échangé avec tout le monde. Mais moi, j'ai fait confiance à ces gens-là pour travailler avec eux. Mais en retour, je pense que j'ai été trahi. Quand les gens disent que c'est moi j'ai trahi, mais je dirais plutôt que c'est eux qui m'ont trahi. Parce qu'eux, ils étaient censés de m'accompagner. Si j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon, c'était à eux quand même de venir vers moi et me dire ce qui ne va pas. Pour qu'ensemble, parce que c'est une famille, aux parents, on se dit les vérités. Mais si après il faut contourner pour aller faire des coups bas ou je ne sais pas, entre griffes, bon, ça ne reflète pas en fait l'idéologie même du parti. D'accord.
Juge Bourma. Oui, après les élections, il y a eu un travail d'introspection effectivement qui a été fait pour situer clairement les responsabilités. Alors, qui a été convenu d'une démission collective du bureau pour remettre en place une direction qui va organiser pour refonder le parti et tout. Alors, vous avez finalement démissionné et je voudrais savoir ceux qui étaient avec vous, à combien qui sont partis avec vous. Ok. Bon, vous savez, moi, quand je démissionnais, même avant même que je me démissionne, il y a eu des gens qui sont venus vers moi. Ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Et il y a eu ces idées, effectivement, qui ont été émises. Bon, il faut dire qu'au départ, il y avait pas mal de gens. Mais vous savez, quand vous travaillez avec une équipe où vous-même vous avez vécu l'expérience d'une déception, il y a de quoi quand même faire attention. Et en plus de la manière dont ça s'est terminé, vous ne trouverez pas que si effectivement j'essaie de ramener beaucoup de gens, on dirait effectivement, bon, c'était la raison de stabiliser le parti et puis mon parti. Donc je dirais que ceux qui sont avec moi, ils ne sont pas nombreux. Non. Ils ne dépassent pas les 5 personnes. Alors, c'est-à-dire que... Et ce sont des gens même qui ne connaissent pas bien le parent comme ça. Donc vous n'avez pas été convaincu de la démission collective ou qu'est-ce qui s'est passé à telle enseigne que vous ne pouvez plus rester ensemble et vous partez créer un autre parti politique? Non, pas que je n'ai pas été convaincu de la démission collective, parce que au préalable, il y a eu des approches où des gens m'ont approché, ils voulaient même que je démissionne avant la rencontre et que démission du bureau en bloc. J'ai dit à la personne, écoute, moi je ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous imputez la responsabilité totale de l'échec? Non, bon, enfin, oui, je pense, oui, en quelque sorte. Mais je donne un peu plus de détails. Mais j'ai dit à la personne, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que lorsque vous travaillez en équipe pour un objectif précis, un travail que vous allez abattre ensemble, et au finish, le résultat est catastrophique. Je pense que la meilleure des procédures à faire, c'est de se rassembler ensemble, essayer de voir, de répartir les responsabilités avant d'entreprendre une quelconque démission. Mais je pense que la personne ne m'a pas très bien compris. Parce que moi, démissionner là, ce n'était pas un problème pour moi. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai voulu démissionner. Mais pour l'intérêt suprême du parti, je suis resté. Je ne suis pas parti. Jusqu'à cette étape-là où la décision a été collégiale. Bon, j'ai dit, ok, tant mieux. Parce que moi, si je suis venu là, c'est à cœur ouvert. En toute sincérité, je travaille avec tout le monde. Et je voulais vraiment amener le parti là loin. Mais malheureusement, s'il y a des gens qui n'ont pas la même conception, écoutez, moi j'ai d'autres choses à faire. D'accord. Mais là, il y a eu aussi cette affaire de la liste qui n'est pas passée. Comment est-ce qu'on arrive là pour les législatives? Bon, en fait, c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est incroyable, c'est incroyable. Parce que on n'arrive pas à comprendre, parce que je vous dis que une trentaine de listes on a proposé, on a constitué du moins à les déposer. Et dans cette trentaine de listes là, il y a une dizaine de provinces de listes qui n'ont pas été retenues. Oui, qu'est-ce que ça passe? J'en viens. Et vous savez que une liste est constituée au minimum de 4 personnes, notamment 2 titulaires et 2 suppléants. Et ces 4 personnes-là, il n'y a qu'une seule personne qui a une liste qui n'est pas bonne. Et cette liste, qu'est-ce qui manque? Soit c'est un extrait de naissance qui n'est pas là, qui est inexistant. Un casier judiciaire qui n'est pas là,
un certificat de nationalité qui n'est pas là. Mais comment se fait-il que un parti, après 20 ans d'expérience, où il y a un comité qui a été mis en place pour travailler sur le dossier, et on n'est pas capable de casser au moins 3 provinces pour résoudre le problème de 7 provinces et puis aller. Nous sommes en train de vous retourner la question. Comment cela peut s'expliquer pour un parti comme le PAR? Sabotage interne ou mais justement, c'est les gens qui sont pas conséquents. Ça ne peut être que ça. C'est pas sérieux. Vous soupçonnez des gens d'avoir retiré certaines pièces de dossier. On peut se faire les mille idées à ce stade. Mais ceux même dont les dossiers sont concernés, est-ce qu'ils ont fait la preuve qu'ils ont apporté toutes les pièces et que c'est à l'arrivée que des pièces n'ont pas été retrouvées? Bon, malheureusement, compte tenu du temps, et si vous avez bien vu même, la démission collégiale, c'est après quelques jours même des résultats. Donc après la rencontre, on a décidé, donc on n'a pas eu le temps encore de se retrouver pour chercher à savoir. Voilà. Le président, il y a des informations parfois qui vous reviennent, parce que si nous devons constituer une liste collective, le juge va apporter son dossier, le président apporte son dossier, moi je viens avec mon dossier, vous venez avec votre dossier, nous connaissons les pièces constitutives. Le dossier doit être effectivement complet, à un niveau on vérifie c'est bon. Mais à l'arrivée au niveau du dépôt, celui qui réceptionne constate qu'il y a des pièces qui manquent dans les dossiers de quelqu'un. Alors, président, si vous avez cherché en son temps à savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ce sont ceux qui sont venus avec leur propre dossier qui n'ont pas fourni toutes les pièces, ou bien il y a des pièces qui ont disparu entre-temps dans un circuit? Est-ce que vous avez eu ce retour-là? Non, je n'ai pas eu ce retour. Ça, je ne saurais vous dire. C'est la question que... Oui, mais vous savez, quand ça devient comme ça, c'est difficile. C'est difficile. Et je prends l'exemple, par exemple, de la liste nationale, où j'étais un suppléant. Et là, il y a eu un problème de casier judiciaire. Bon, en fait, là, l'intéressé en question, c'est moi, j'ai dit à l'intéressé, en fait, l'intéressé avait fait un casier judiciaire datant... puisque le dépôt des dossiers, vous vous souvenez encore, c'était à quelle période? C'était en juin, non? Bon, ce qui est sûr, et quand il a envoyé le casier judiciaire, si on fait les calculs, puisqu'il dit que le casier judiciaire, au dépôt là, il faut que le casier judiciaire ait au moins 3 mois, ait été fait durant ces 3 mois avant la date de dépôt. Donc, quand on fait les calculs, le casier judiciaire du monsieur, en fait, normalement devait s'expirer après 2 ou 3 jours après le dépôt. Et je pense que c'était quelque chose du 20 juin 2020. Mais à notre grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé? L'intéressé lui-même, il a dit que le cahier judiciaire qu'il a remis, c'est daté à tel mois, mais la date là c'est 2020. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À notre grande surprise, on nous dit que le casier judiciaire est daté de 2019. Oui, ça c'est effectivement ce qu'on entendait. Voilà, 2019. Mais écoutez, alors que moi-même, j'ai attiré l'attention de l'intéressé. Je dis, écoute, compte tenu du fait que le casier judiciaire doit s'expirer après 2 jours après les dépôts, je pense qu'il est plus sage d'aller faire un autre casier. Et c'est là, effectivement, qu'il a fait, je pense que c'était en septembre. Voilà. Tout juste, je pense que c'était dans le mois de dépôt des dossiers. Donc, quand j'ai pris ça, voilà, je pense que je l'avais mis ici. Bon, je ne me souviens plus avoir remplacé en fait le casier. Mais quand le problème est survenu, on m'a appelé. On voulait remplacer le monsieur par quelqu'un d'autre. Alors que cette personne-là, c'est un grand mobilisateur sur qui on compte. Mais imaginez si on doit l'enlever comme ça. Moi, en tant que responsable du parti, je ne peux pas. Alors que j'ai échangé avec mon responsable de questions électorales. Et même celui de Kadiogo. Mais question électorale m'a dit que non, on peut laisser parce que il y a des chances qu'on puisse en fait remplacer ces dossiers-là après. Que c'est ce qui se passe.
je ne peux que m'en tenir en fait à ses conseils puisqu'il a l'expérience. Et il travaille même, il représente même le parti au niveau de la CENI aussi, des démembrements. Alors, comme ça n'a pas eu lieu, malheureusement, ça n'a pas été le cas. On n'a pas accepté à ce qu'on remplace en fait la pièce. Mais je vous assure, ceux qui étaient en fait à la nuit, le jour de la confrontation, ils savent comment moi je me suis battu pour que ce dossier-là passe. Les présidents qui étaient là-bas, j'étais la seule personne représentant le parti. Je suis resté seul jusqu'à 2h du matin avec le président de la CENI et les autres. À la dernière minute, mais ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas de ma faute. Mais s'il y a d'autres choses qui se passent, moi je ne peux pas contrôler ça. Pour moi, c'est une équipe et j'ai fait confiance à cette équipe-là pour qu'on travaille ensemble. Voilà. Je n'ai pas cette mentalité. Moi, les choses là, c'est clair. Et je suis là, c'est pour un but bien précis. Voilà. Si on doit avancer, qu'on avance positivement, mais pas dans le côté négatif. Ok. Voilà. J'y vais. Oui, moi, quand j'écoute tout ça, j'ai envie de poser la question à M. Berry, est-ce qu'il était vraiment le président du parti? Parce que à chaque question que posait Bernard, il commence par moi-même je ne sais pas, mais sinon, normalement c'est vous le président. Parce que ce qu'on sait du parent, c'est que les présidents trempés ont eu toujours des problèmes avec le fondateur, le professeur Laurent Bado. Je me rappelle comment, lorsque vous veniez, ça se finissait très mal avec Barry, de qui il disait, entre autres, il ne rendait pas compte. Et d'ailleurs, l'une des greffes, il a dit clairement sur le financement du parti, il a refusé de communiquer et tout. Mais est-ce que vous avez pu vraiment vous affirmer? Puisque quand vous veniez, il disait, Bado, le professeur, que votre objectif premier, c'est d'unifier le parti. Aujourd'hui, quand on vous écoute, c'est à croire que les consultations électorales là ont fini par achever l'implosion et que vous soyez obligé de dire bon, on remet le tablier. Est-ce que vous avez été vraiment le président du parti? Vraiment le président du parti, je dirais oui, il faut assumer sa responsabilité. Si je ne l'ai pas été, ça vient de moi. Parce que même, je dirais que quoi qu'on dise du professeur, moi aussi, j'ai un devoir et j'ai mes responsabilités à assumer. Si je ne suis pas d'accord, je vais lui dire je ne suis pas forcé de suivre ce qu'il veut. Mais il faut dire que non, pour moi le frère fondateur est une référence. En tant que quelqu'un de nouveau qui vient d'entrer dans un parti politique comme président, qui assume la haute responsabilité de ce parti-là. Mais il faut que j'aie des repères, sinon je vais me perdre. Et pour moi, le repère fiable, c'est le père fondateur, parce que c'est son parti. Et pour moi, il veut... C'est parti à vous tous. Oui, bon, quand je dis son parti, c'est entre griffes, parce que c'est lui qui a été l'initiateur de la création de ce parti. Sinon, voilà, c'est lui qui est l'initiateur. Ça, il faut le dire. Disait quelqu'un, c'est son champ, on vient tous labourer dedans. Voilà. Sinon, c'était notre parti. D'accord. C'était notre parti, puisque je ne suis plus du parent. D'accord. Voilà. Alors, et pour moi, c'est une personne ressource. C'est une personne ressource et je puisse vous dire que ça m'a beaucoup aidé. Et je peux dire que notre collaboration, on a eu une très bonne collaboration, même si par moments il y a eu des contradictions, mais après on se ressaisit, on se comprend. Mais je pense que c'est là aussi en fait le fait de vouloir avancer devant se contredit. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec justement votre ancien mentor, le professeur Laurent Bado? Non, bon, il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien entre nous. Si j'ai besoin de le voir, je peux aller le voir, il ne m'interdit pas. Parce que quand j'ai été lui remettre ma démission, ça a été sur de bons termes. Lui-même, il m'a compris. Et bon, je ne sais pas si franchement il a accepté comme ça, mais je pense qu'il n'avait pas le choix parce que moi j'étais décidé. Voilà. Mais
il m'a fait savoir que de ne pas trop penser prendre le problème là, mettre dans ma tête. Vous savez, c'est un vieux. Il sait de quoi il parle. Et quand il parle comme ça, il sait pourquoi aussi. Quand vous parlez de problème, vous faites référence à votre contre-performance aux élections. Progrès, je vous suis non, pas. Votre contre-performance, vous parlez de problème. Le président vous a conseillé de ne pas prendre à cœur le problème. Oui, en fait, ce problème vous fait référence à votre contre-performance. Oui, aux élections, là. Effectivement, c'est ça. Okay. Puisqu'il m'a dit que non, je ne suis pas le seul responsable. D'accord. Voilà. Et effectivement, lors d'une réunion, j'ai eu à dire, oui, j'assume, parce que c'est moi le président. Mais il ne faut pas oublier que les responsabilités sont réparties. Et c'est ce qu'on n'a pas pu en fait faire aussi. Compte tenu du fait que j'ai assumé tout, bon, on laisse tomber en fait. Non, moi je posais la question aussi parce que bon, je sais pas, peut-être que c'est la façon de fonctionner aussi, mais pour ce qui est du parlement, vous avez été quand même l'un des présidents les plus affonés, hein, parce qu'on ne vous sentait pas forcément sur certaines questions. Bon, comme on a certains présidents qui occupent quelquefois les médias, vous étiez quand même, je veux dire, pas très exposé, pas en avant. Donc ça donnait un peu l'impression que bon, M. Béré c'était un bon président docile quand même. Ouais, bon, ça c'est votre point de vue et j'apprécie effectivement. Mais vous savez, moi aussi j'ai ma philosophie, j'ai ma manière de fonctionner. En fait, pour moi, je suis venu pour un but bien précis, c'est pas de me faire voir. D'accord. Surtout le parti. N'oubliez pas, je suis arrivé, je n'étais pas sur la scène politique comme les autres. Je suis arrivé à ce laps de temps et j'y connaissais rien en fait. Donc, permettez quand même à quelle personne de sage, c'est important d'apprendre les choses avant d'y aller ouvertement comme ça. Vous faites bien de le dire. C'est pour ça que je posais la question. Après quelqu'un de trapé comme Barry et les problèmes qu'on a eu, je me disais vous étiez le bon client. C'est-à-dire que voilà, le monsieur je parle pas, le monsieur je laisse faire, le monsieur je voilà. Parce que moi quand je vous ai connu, on discutait beaucoup. J'étais ailleurs, mais vous venez des États-Unis, on discutait très souvent sur les questions de système, de logiciels et tout, mais ça n'avait rien à voir avec la politique. Un jour j'apprends que c'est M. Béré qui est président du parti Para. J'ai dit mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Merci bien Geoffrey d'avoir évoqué cela parce que effectivement le projet dont je parlais, lui il sait bien, c'est lui qui m'a interviewé même à la télé, ça à l'époque c'était avec Canal 3. Il y a longtemps. Oui, mais bon, malheureusement le projet n'a pas abouti compte tenu voilà, lui-même il sait. Mais vous êtes tombé en politique, boum, et vous êtes pas longtemps après vous êtes président de parti politique, ça ne surprend pas aussi que ça finisse comme ça? Oh, bon, en réalité justement si je me suis lancé en politique justement, c'est parce que avec ce projet-là, puisque si vous voulez, je peux vous relater un peu les faits, hein, si on a du très rapidement. Voilà, parce que quand je suis venu, je pense que j'étais venu en fait prospecter en fait le terrain à Ouaga parce que j'avais un projet en vue. Et ça, l'idée est venue parce que je suis juge scientifique aux États-Unis. On sillonne en fait des projets internationaux un peu partout. Et d'ailleurs, ce mois-ci, ça doit avoir lieu où je participe encore en tant que juge scientifique, mais ça c'est avec une plateforme virtuelle et je dois me rendre même après aux États-Unis d'ici là. Alors, et ce projet, quand je suis venu, j'ai contacté pas mal de personnalités où il y avait le ministre des mines et de l'énergie en son temps, Salif Kaboré, qui avait même promis au moins pour la première session de prendre ça en charge, et ça c'était clair, on avait même entamé les démarches et paf, il y a eu l'insurrection. L'insurrection est venue, l'insurrection, j'étais là. Après moi, je suis reparti aux États-Unis et je suis revenu au moment de la transition. Et j'ai encore touché certaines personnalités, dont notamment le Premier ministre en son temps, Isaac Zida. Voilà. Et lui, il nous avait promis de constituer même le dossier, venir, il va nous mettre en contact avec certaines personnes, mais paf, quand on a fait la constitution de ce dossier-là, on n'a plus de contact, on n'arrivait plus à le toucher. C'est un jour, j'étais assis à la maison, un membre du bureau de la fondation m'appelle que
président regardait à la télé, c'est notre projet là qu'ils ont volé, ils sont en train d'implémenter. Donc, effectivement, quand j'ai regardé, c'était au journal de 20h. J'ai dit non, ça c'est pas intéressant parce que ceux qui l'ont implémenté, c'est l'idée, hein, mais tous ces gens-là, je les ai rencontrés. Mais je pense un tel projet ne peut pas avoir lieu sans qu'on ait décidé en conseil de ministres, parce que la majorité c'était des ministres, et même le premier ministre, je l'ai touché. Si vous allez discuter de ce projet, mais le premier ministre, lui qui est conscient, qui connaît bien le projet, il doit dire non, il y a un de nos frères burkinabés qui est là-dessus. Au lieu que nous le fassions, venez, on va l'appuyer, on va le soutenir pour faire ensemble. Parce que, en son temps, le ministère des TIC, c'était le ministre Koudiati, je l'ai rencontré. Lui, il m'a mis en contact avec son organisateur qui voulait en fait prendre le projet. Il m'a dit clairement de laisser eux, ils vont organiser le projet. Alors, c'est cette déception qui vous envoie en politique alors? Bon, puisque je me suis dit c'est ainsi, la politique va t'ouvrir les portes en fait pour pouvoir aboutir. Moi l'idée c'est quoi? C'est arriver en fait à développer en fait mon pays. D'accord. Juge Bouma. Oui, ben là, ça n'a pas marché, mais vous faites effectivement un saut en politique au niveau du parent. Cette fois-ci, vous avez créé votre parti politique, parce qu'à la nous ouvrons les jeux, nous allons passer notre temps aussi à ressasser le passé, alors qu'il y a quelqu'un qui vient avec une nouvelle offre politique, et nous voulons savoir aussi de quoi est-ce que ça retourne, en quoi est-ce que votre offre tranche avec les autres, parce que votre parti politique, il est aussi à l'image des autres partis politiques au Burkina. C'est pratiquement des rejetons. On ne s'est pas entendu, chacun part et puis bon, il crée son parti. Et le parent a beaucoup d'ailleurs enfanté. Des anciens du parent ont créé le parti dirigé par Dr Aristide Ouedraogo, le FPR. D'autres sont au MCR aujourd'hui avec Taïrou Bari qui exerce maintenant les pleins pouvoirs de président. Et aujourd'hui, vous venez également avec votre parti politique. Bon, alors, c'est une continuation, une continuité du grégarisme africain, ou bien vous venez avec un autre fond idéologique? Bon, je ne dirais pas que c'est une continuation. Bon, c'est vrai qu'on peut collaborer à cette possibilité, mais le nom même de la doctrine est carrément différent. Et le concept est différent. C'est bien vrai qu'on peut avoir certaines visions qui se convergent, mais bon, c'est nettement plus large, parce que nous parlons de l'éco-nationalisme africain. Et l'éco ici, c'est l'écologie. Parce que nous disons que, vu l'actualité, ce qui se passe dans le monde actuel, il y a un changement climatique, le réchauffement climatique. Et ça, c'est très, très préoccupant. Donc, ça veut dire, pour un développement de programme de gouvernement, il faut une base solide, une base qui va prendre en compte quand même le concept de la nature et pour la sauvegarde. Donc, cela veut dire que nous devons, tout ce que nous allons faire, il faut qu'on travaille en symbiose avec la nature, sinon, une fois que la nature est détériorée, c'est nous qui perdons. Alors, le nationalisme africain. Nationalisme africain, pourquoi? Parce que si vous voyez notre devise, c'est le patriotisme, travail, développement. Et le développement ne peut pas avoir lieu sans qu'on travaille. Il faut travailler pour arriver au développement. Mais pour un bon travail, il faut l'éthique et la déontologie. Et tout ça, ça rentre dans le patriotisme. Voilà. Donc, la nationalité, et je dis la nationalité, le nationalisme africain, en fait, rentre dans ce cadre-là, parce que nous voulons amener, en fait, les Burkinabés et l'Afrique en général de prendre conscience de ce qui se passe, de l'exploitation que nous subissons par l'extérieur, et de mettre nos pays en première position. Et une fois qu'on aura atteint l'autosuffisance, maintenant on peut passer à autre chose. Parce que vous vous rendez compte, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu en fait des systèmes de développement. Mais lorsqu'ils ont vu qu'ils sont atteints l'apogée, ils sont à leur apogée, mais ils sont en train d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres alternatives, d'autres systèmes de développement qu'il faut adopter. D'où la naissance de sociodémocrates, libéraux-démocrates et autres, et j'en passe. Alors, avec l'éco-nationalisme africain,
je pense que c'est une opportunité pour les Africains de s'asseoir, de voir l'intérêt suprême et ne pas voir leur propre intérêt, parce que certains présidents, c'est juste pour accéder au pouvoir. Et ça, ils sont obligés de collaborer avec l'extérieur qui vont les imposer certaines situations vraiment qu'ils ne pourront pas assumer plus tard. Le socialisme africain de Julius Nyerere, on a connu le grégarisme africain de Laurent Gbagbo. Vous venez avec l'éco-nationalisme africain. Moi, je veux savoir vraiment les fondements. On parle toujours de l'agression extérieure et tout. Vous avez eu la chance de faire les États-Unis et de voir comment est-ce que effectivement le monde fonctionne. Ce n'est pas une affaire d'amis, c'est une question de pouvoir sur capacité et de faire face. Les agressions extérieures, on en aura toujours parce que chacun veut effectivement se développer comme il peut. Malheureusement, dans ce monde, on n'a pas appris un esprit gagnant-gagnant, on a pris un esprit soit perdant-gagnant ou gagnant-perdant. Donc c'est ce jeu-là, c'est un jeu effectivement qui se joue. Dénoncer, oui, mais moi ce que je veux savoir, c'est sur quel levier il faut compter réellement, appuyer pour que la machine puisse se mettre en marche. Certains, quand on prend les dragons du sud-ouest asiatique, certains ont misé sur l'agriculture, d'autres ont misé sur la technologie, il y en a qui ont misé sur d'autres domaines. Vous, c'est sur quel levier réellement vous allez jouer avec cet éco-nationalisme africain? Merci bien pour cette approche-là, parce que j'allais en venir à là, parce que lorsqu'on parle de doctrine, la doctrine c'est le socle même en fait, la vision qui va orienter en fait la vision du parti. Mais au-delà de ça, il faut avoir un programme de gouvernement. C'est le programme de gouvernement en fait qui va vous situer de ce que vous êtes en train de parler. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Avant d'aboutir au programme du gouvernement, non seulement on a une doctrine, mais avant ça, il faut avoir une vision. Et cette vision-là rentre dans le cadre de la stratégie aussi. D'où la nécessité de parler, et quel est le terme qu'on a utilisé là, bon, je ne les ai pas amenés, l'orientation générale, voilà, c'est justement le terme, l'orientation générale en fait du parti. Et dans l'orientation générale, nous parlons maintenant de la doctrine et la vision en fait du parti, d'où la stratégie. Voilà. Et en deuxième grand point, nous avons l'orientation d'un nouveau concept de développement. Et ce nouveau concept de développement, justement, va orienter notre programme de gouvernement. Parce que c'est en quelque sorte, c'est le squelette. Et maintenant, il faut venir habiller. Mais ce nouveau concept de développement dit que nous nous disons, pour un bon développement, il faut qu'on ait un développement innovant, écologique, équilibré, ouvert et partagé. Innovant, pourquoi? Je réponds à votre question maintenant. Parce que, tel que intitule en fait notre parti, et le concept même de l'idéologie, Rassemblement pour le développement national, il y a le mot développement. Mais si on veut un développement, il n'y a pas ce développement-là où vous n'allez pas avoir des initiatives innovantes. Sans l'innovation, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, c'est pour dire ici que nous devons être en phase avec le développement de l'extérieur pour pouvoir s'imposer, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les autres plans. Parce que si on ne s'adapte pas, je veux parler de la technologie, ça nous remettra en retard. Prenons par exemple votre chaîne de télévision. Il y a eu pas mal d'innovations et vous êtes toujours en train de chercher. Mais tout ça, c'est pour quand même faciliter et mettre à l'aise vos auditeurs et autres. Donc, pour le développement du pays aussi, nous devons avoir cette idée d'innovation. Et l'écologie, j'en ai parlé de ça parce que notre doctrine même, en partie, intitulée ainsi, est un développement ouvert. Ouvert pourquoi? C'est bien vrai que nous parlons de nationalisme, mais il faut comprendre bien. Le nationalisme ne signifie pas tout simplement de rester enfermé, de se retenir de certaines choses, voilà, et ne pas être ouvert
à certaines initiatives de l'extérieur. Parce qu'en ce moment, c'est vous qui perdez. D'accord. Nouvelle vision, nouveau concept. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est le choix d'aller à la majorité présidentielle. Expliquez-nous. Le choix, vous avez bien dit, un choix. Un choix après avoir analysé certaines situations, notamment la situation politique actuelle, où la préoccupation principale des acteurs prenants, c'est la réconciliation nationale. Et quand on voit l'atmosphère politique, avec tous ces partis, comment ça se passe, et en dehors de ça, il y a non seulement aussi la sécurité, où on parle aussi de réconciliation nationale des filles et fils du Burkina. Alors, à l'issue de ces analyses-là, c'est là que nous avons décidé de se rallier à la majorité présidentielle pour soutenir le programme de son Excellence Roch Marc Christian Kaboré. Mais dites-vous bien, moi-même, j'étais à la PMP afin de quitter le parent. Mais j'ai même été là-bas en tant que vice-président, vice-coordonnateur. Je sais, monsieur le ministre Clément Sawadro, qui est le coordonnateur en fait de la PMP, et j'ai eu à être son vice-président. Mais ayant travaillé ensemble et vu la synergie d'action qu'on a eue ensemble, et même au niveau du dialogue politique où j'ai participé, bon, en tant que quelqu'un qui cherche le développement, mais il n'y a pas mieux à faire que d'accompagner un programme pour qu'il finisse le mandat, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas qui peut mieux faire. Donc, c'est à cause de toutes ces raisons-là, et surtout pour un nouveau parti politique, et qui au précédent, le président lui-même était à la majorité. Bon, on a cohabité ensemble, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc, bon, je me vois mal, puisqu'il n'y a pas eu de bagarre, de division entre nous. Bon, qu'est-ce qui va me pousser en fait c'est bien vrai, j'ai des collaborateurs qui sont à l'opposition, mais c'est pas parce que je suis à la majorité qu'on va arrêter. La preuve en est, ma conférence de presse, Maître Gilbert Ouedraogo, il a envoyé un représentant. D'accord. Juge va. Oui, moi je reviens à votre offre. Quand on vous écoute, on regarde, c'est un peu le placement qu'on a quand on écoute la plupart des partis qui viennent de se créer. On ne voit pas forcément ce qu'il y a de si nouveau. Vous faites la promotion de la bonne gouvernance, vous parlez de l'écologie, vous parlez de compter sur nos propres ressources, même sur le secteur de l'agriculture, vous avez vos propositions, vous avez plein de choses. Moi j'ai suivi votre point de presse, mais au fond, je dis, on ne voit pas qu'est-ce qui va venir casser avec ce que l'on a toujours promis, l'on a toujours entendu sur la scène politique, alors que quelquefois le Burkinabé, ce qu'il veut, ce n'est même pas forcément la répétition des mots, c'est peut-être une nouvelle façon de faire, c'est faire différemment les choses. Vous êtes d'une certaine génération, peut-être laquelle la plupart des Burkinabés attendent que ça se passe différemment. Maintenant, vous rejoignez la majorité, il y a une offre plurielle là-bas. Il y a quelqu'un qui faisait la boutade quand il passait sur le plateau pour dire on pourrait même créer une majorité non affiliée au sein de la majorité aujourd'hui, tellement qu'il y en a qui tapent à la porte de la majorité. Ça, c'est la réalité. Est-ce que vous êtes convaincu que vous apportez quelque chose de si nouveau? Ok, oui, merci Geoffrey. C'est une très bonne réflexion. Hein. Mais évidemment, je suis conscient de ça. Mais si on a quelque chose que le parti propose de nouveau que les autres n'ont pas. C'est quoi? Parce qu'on vous a entendu, on a justement, bon, c'est une continuité de dialogue. Voilà. Donc, pour ce qu'on a de nouveau, il y a non seulement l'entrepreneuriat qui veut dire ici l'entrepreneuriat de la diaspora, c'est-à-dire les Burkinabés de l'extérieur. Et j'ai pas mal d'amis qui sont à l'extérieur. Mais avant même de construire le programme, je les ai consultés aussi. Et je les ai consultés du moins. Et
Et ce programme-là, en fait, c'est un programme qui va booster en fait le moteur de développement en fait économique du pays. Alors, l'idée est que les ressortissants du Burkina à l'extérieur s'organisent là-bas en entité locale avec un responsable où ils vont essayer de voir les initiatives possibles d'investissement dans le pays. Ainsi de suite, partout dans le monde. Et une fois que cela est fait, on va avoir une rencontre nationale ici au Burkina où ils pourront venir. Et là, en ce moment, les opérateurs économiques et certains responsables d'entreprises peuvent venir et on va échanger en fait pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut entreprendre. Parce que justement, vous parlez de répétition. Effectivement, je pense que cette idée même a été entreprise même par l'actuel gouvernement. Mais c'est une question aussi d'organisation, de voir les choses pour que la mayonnaise prenne. Et je pense que en impliquant en fait ces gens-là, on peut y arriver à quelque chose. Il y a aussi la loi de consommation qualité. Cette loi en fait dit que lorsque tu payes un produit, surtout, donner un exemple, genre du sandwich, tu payes du sandwich, tu ouvres, tu vois une mouche dedans. Bon, très souvent ici, le commerçant il va voir mal que toi tu retournes en fait parce que lui c'est une perte. Et très souvent même si tu oses remettre ça, on va mal te parler. On va dire si tu le fais jeter, on ne va jamais te remettre ton argent. Pourtant, c'est un droit pour le client d'avoir un produit de qualité. Et cette loi effectivement dit que quand ces genres de situations arrivent, il faut donner l'opportunité à la personne de pouvoir remettre le produit ou bien de reprendre son argent et aller ailleurs. D'accord. Alors, Monsieur Béré, nous sommes presque au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. Vous l'avez dit, c'est un nouveau parti, une nouvelle vision. Est-ce que vous allez prendre le temps de grandir ou proposer cette offre politique-là au Burkinabé lors des échéances électorales à venir, notamment les municipales qui arrivent? Je pense que pour les échéances à venir, nous allons participer. Et vu quand même que j'ai une certaine expérience que j'ai acquis, et avec mes collaborateurs, nous allons participer à notre manière. Et nous n'allons pas faire comme les grands partis politiques ou ceux qui sont anciens. Comme vous l'avez dit, nous venons de naître. Il ne faut pas anticiper les choses. Il faut prendre son temps, travailler aisément et aboutir, parce que nous avons un objectif, et l'objectif pour moi c'est de faire quelque chose de noble en fait pour le pays. Et je pense que si c'est ça, je l'avais bien avant même de me lancer en politique. D'accord. Voilà. Merci, Monsieur Béré. Vous l'avez dit, le parti est nouveau, mais son président a de l'expérience. Nous aurons l'occasion de voir ce que pèse, en tout cas, le Rassemblement pour le développement national lors de ces échéances électorales-là. Peut-être qu'on va vous recevoir pour en parler. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement pour le développement national RDN, ancien président du parti. Nous avons parlé de votre offre politique. Merci aussi, messieurs les juges, pour ces clés de lecture, en tout cas, ce que vous avez apporté pour enrichir ce débat-là. On se donne rendez-vous demain pour faire la même chose, poser un regard critique sur l'actualité. En attendant, restez fidèles au programme des radios leaders, des médias leaders, Truth TV et Watt FM. Excellente journée.